L'on ne cessera de le dire, la République démocratique du Congo devra compter sur son capital humain et vous le savez, les femmes constituent la majorité de la population. Parmi elles, il y a de plus en plus celles qui prennent des initiatives pour pouvoir contribuer au développement de ce pays. Et la jeunesse, c'est une jeunesse quand même qui commence à se démarquer à travers des actions d'éveil patriotique, des actions de sensibilisation, des actions d'entrepreneuriat. Dans cette émission, aujourd'hui, nous recevons une femme qui a plusieurs casquettes. Elle est dans la société civile. Elle est également femme entrepreneur. Il s'agit de Tatiana Nguya. Elle est cofondatrice et présidente nationale de l'ASBEL Congrès international congolais. Bienvenue à vous, madame. Merci, Feza. Alors, je disais que vous étiez chef d'entreprise. On va y revenir un peu plus tard. Mais on commence par votre casquette de cofondatrice et présidente nationale du Congrès international congolais, le CIC, qui est une ASBEL. D'où vous est venue cette idée de mettre en place cette structure? Alors, pour la petite histoire, Feza, j'ai grandi dans une famille où on avait des parents qui nous ont poussés à avoir beaucoup d'ambition et à se donner les moyens de leurs ambitions. Alors, j'ai un père qui me disait toujours, ma fille, en 3e secondaire, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, tu sais que tu es jolie comme toute petite fille. Oui, papa, je suis très jolie. Mais il me dit, qu'est-ce que tu as fait pour l'être? J'ai dit, rien. Il me dit, effectivement, tu n'as rien fait. Cette beauté, tu la tiens de moi et de ta maman. Alors, toi, ce que tu peux faire, c'est étudier, pousser tes études loin et être brillante dans ce que tu fais. Donc déjà là, dès le bas âge, on a eu des parents qui nous ont donné des ambitions. C'est une particularité, c'est une chance parce que ce n'est pas tous les parents qui disent ça à leurs enfants. C'est un privilège, oui. Je reconnais, mais j'encourage les parents de dire ça très souvent aux enfants parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point ça booste. J'étais en 3e secondaire, mais aujourd'hui, femme que je suis, ce sont des phrases qui ont toujours retenti dans ma tête. Et après? Après ça, j'ai donc pris conscience très tôt, parce qu'il avait complété en disant, parce que tu es femme, tu vas devoir fournir beaucoup plus d'efforts que les hommes. J'étais en 3e primaire. Ce qui fait que mon père, je le considère comme mon premier coach. Ok, votre mentor aussi. Effectivement, mon premier coach, mon premier mentor. Et donc, très tôt, j'ai commencé à déceler les injustices autour de moi. Les injustices dont étaient victimes les petites filles à l'époque. Il y a des familles où on privilégie les garçons, mais également on a des problèmes de mariage précoce. On a connu ça. On avait des grossesses où les filles ont abandonné les études. Exactement. Et parfois les grossesses, ça vient par manque d'information. Vous avez une fille de 13 ans, 14 ans qui se retrouve enceinte parce qu'il y a des parents qui n'ont pas communiqué suffisamment avec elle. N'est-ce pas? Oui. Quant à son état de devenir femme. Et tout ça, très tôt, m'a révoltée. Je me suis dit, moi, Tatiana Nguya, comment est-ce que je peux contribuer justement pour essayer d'améliorer les conditions de la femme? Ce qui fait que de la jeune femme, parce que mon engagement remonte quand même d'il y a 10 ans, et c'est la première motivation, c'est ce qui m'a poussée à m'engager dans l'activisme social. Et dans cet activisme social, vous avez eu l'idée de mettre en place avec d'autres personnes cet ASBEL, Congrès international congolais, qui fait quoi? Alors, pour la petite histoire, toujours, le Congrès international congolais, CIC en sigle, est une ASBEL, association sans but lucratif, qui existe juridiquement et qui est constituée en majorité des jeunes. Nous sommes associés avec d'autres jeunes, femmes et hommes. Nous avons décidé, ok, c'est bien beau, on a des ambitions, on brûle de l'intérieur, mais comment on fait pour matérialiser nos ambitions? Alors, à travers le Congrès international congolais, nous avons la coordination entrepreneuriat, la coordination genre et famille. Que vous avez eu à chapeauter pendant un temps? Effectivement, j'ai chapeauté la coordination entrepreneuriat pendant un temps parce qu'actuellement, je suis la présidente du Congrès international congolais. Et à travers cette coordination, nous avons initié en 2017 le projet qui s'appelait Entrepreneuriat pour une jeunesse compétente. Ce projet a été une réussite parce que à Kinshasa, par exemple, nous avons formé plus de 287 jeunes, femmes et hommes. À Lubumbashi, 115. Et durant ces assises, nous avons initié les jeunes à la création d'entreprises.
Nous avons initié les jeunes à la culture de l'épargne. Nous avons initié ces jeunes à la création de projets. Et notre fierté est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se sont engagés. Mais surtout, nous avons mis un accent particulier sur le secteur agricole ainsi que la création des PME. Faiza, tu sais, en RDC, nous avons 100 millions d'hectares de terres arables. Oui. Mais la RDC, sur le tableau, il est, je crois, le 25e pays producteur d'agrumes. Les agrumes, comme tu connais, les oranges, citrons, mandarines. Alors que dans des pays comme l'Afrique du Sud, nos pays voisins comme le Nigeria, en 2019, ils ont atteint des recettes de 1,5 milliard, rien que par la production des agrumes. C'est paradoxal. C'est paradoxal, ça s'explique pas. Ça s'explique pas en fait. Vous avez un pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, qui atteignent 480 000 tonnes en termes d'agrumes, et la RDC, nous avons 16 000 et qui importent même. Parfois, nous consommons leurs agrumes. Effectivement, on consomme que ça. Parce que c'est vrai qu'ici au Congo, nous avons peut-être le Congo central, mais c'est pas suffisant. Alors que ce qui est paradoxal, c'est qu'avec les 100 millions d'hectares, mais lorsque vous dépassez l'aéroport, Maluku, Kinkole, il y a des hectares et des hectares qui sont privatisés. Je ne peux pas citer les noms, mais vous allez... Mais ça appartient à qui? Ça appartient à tel homme politique, à tel autre homme privatiser, c'est pas mal, mais les exploiter aussi en est une autre. Le problème avec la privatisation, justement, parce que dans la plupart dans les autres pays développés, le gouvernement a l'obligation d'avoir un accent particulier sur le secteur tel que le secteur agricole, parce qu'il y a beaucoup de subventions. Ça fait des années que ces hectares sont là, ils l'ont pris, mais ils n'ont jamais rien fait. Pourquoi ne pas récupérer ça, du moins pour ceux qui n'ont pas su les utiliser, et donner ça aux agriculteurs, et faire en sorte que la RDC, si aujourd'hui nous parvenons à remplir nos caisses avec un minimum d'1,5 milliard, n'est-ce pas que ce n'est pas le 1/4, je crois, du budget de notre pays? Donc, au CIC, à travers la section entrepreneuriat, on encourage les jeunes justement à investir dans l'agriculture, mais exactement à se lancer dans la petite et moyenne entreprise. Mais de plus en plus, les gens s'intéressent à l'agriculture en RDC. Il manque seulement une politique d'accompagnement du côté de l'État aussi. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Parce qu'on s'intéresse à l'agriculture, mais c'est une agriculture de survie. Oui, absolument. Ce n'est pas avec cette petite agriculture que la petite femme maraîchère fait, n'est-ce pas, un petit agriculteur qu'on va nourrir le pays. Il faut que le gouvernement mette des fonds. Et l'avantage que nous avons, nous avons des terres arables. C'est-à-dire, au loni, au bois qui tu pars, ça pousse. Nous n'avons pas le même problème que certains pays où il faut mettre beaucoup d'argent dans les engrais. Alors, que l'État fasse sa part en accompagnant justement le secteur agricole. Et à part ce projet que vous avez réalisé dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a d'autres projets sous votre actif qui ont été enregistrés? Effectivement, j'ai été également, là c'est avec la coordination féminine, j'ai été présidente du 2e congrès de la femme leader, femme politique. Ce congrès, nous l'avons organisé dans 5 provinces différentes, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kenge, au Congo central également. Il était question que nous organisons le congrès l'année passée à Goma, mais avec la Covid, tous les calendriers ont été perturbés. Alors, à l'issue de justement ces différents congrès que nous avons organisés, le premier congrès a connu la participation de plus d'une centaine de femmes. Le deuxième, où j'ai été présidente d'une soixantaine de femmes. Et nous avons justement outillé ces jeunes femmes. Nous les avons encouragées à se lancer en politique, mais également à développer le goût de la gestion de la chose publique. Parce que c'est peut-être quelque chose que les femmes ne font pas souvent attention, mais elles doivent se retrouver là où les décisions se prennent pour pouvoir influencer. Ah bon, vous pensez que si la femme adhère de plus en plus ou a le goût de la politique, les choses vont changer? Effectivement, qu'on le veuille ou pas, parce que qui mieux qu'une femme peut parler des problèmes d'une femme? Qui mieux qu'une femme peut dire quelles sont les injustices dont elle est victime et donner des pistes de solutions? Vous savez, j'ai rencontré des femmes qui vendaient le pain. Ah, maman, tu as ma politique, on a tous mon elo comme côté. J'ai dit à cette maman, aux autres cali pas combien? Na 200 francs. L'obili peut être na combien? Na 100 francs ils ont matakaka. Mais est-ce qu'on y a que place bazo fixé prix à ma pawana et ça kuna na politique place yozo boya. Ceux qui yo lobby au s'intéresser na politique wana yo osali mieux placé à Koloba. Tobimaka tous les matins à 5 heures. Toké kozwa mapa. Yango tozo tangisi la bana. Tozo rencontrer ba problème boye. Ba prix peine à wenze mati. Ezo matakaka. Yonde mutokoloba. Mais yo kanisi que politique wana eza batu misusu. Mais batu wana nde bazo fixer prix ya mapa na yo. Elle était un peu perplexe parce que elle n'a jamais fait le rapprochement de cette façon-là. Elle m'a dit, ah, moi, vous en avez raison, hein. Mais c'est quoi, ah oui, c'est la question que tout le monde se pose. Effectivement. Il y a une certaine barrière entre cette femme-là et le niveau de la politique.
Ça, c'est une réalité. Et là, c'est encore du ressort de l'État. Il faut que l'État mette en place des politiques d'accompagnement. Vous savez, Madame Feza, l'histoire, on ne la change pas, on la vit. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui ont connu l'apartheid. Oui. Il y a l'esclavagisme. Aujourd'hui, aux États-Unis, on voit, avec même George Floyd, il y a toujours ces problèmes de racisme. Mais on ne peut pas rentrer en arrière. On est obligé d'avancer. Donc, c'est d'avancer et d'améliorer. D'avancer et en améliorant, n'est-ce pas? En trouvant des voies et moyens. OK, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait que la femme congolaise ne se sente pas considérée, ne se sente pas concernée par la politique? Trouver des voies et moyens. Et je vais profiter par la même occasion. Non, ça, on reviendra après. Non, ça dépend. Vous parlez de quoi? Je vais toujours parler par rapport à la participation politique, l'amélioration que nous avons connue avec ce nouveau gouvernement. 27%, vous êtes satisfaite? Nous ne sommes pas satisfaites, mais on parle d'amélioration. Apparemment, je vois que les femmes sont très, très satisfaites. J'ai vu des déclarations par-ci, par-là. Vous savez, dans le monde de l'entreprise, on dit toujours chaque victoire se fête. À chaque fois que le chiffre d'affaires est en train de croître, c'est une victoire qui se fête. Qui se fête, exactement. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons les statistiques avec les gouvernements passés, c'était flagrant, mais on faisait avec. Alors cette fois-ci, nous n'avons pas respecté à 100% l'article 14 qui parle de la parité, mais quand même l'article 90 a été pris en compte, qui dit que l'État doit tenir compte. Qu'est-ce qui compte au finish? Est-ce que ce sont les chiffres ou c'est cette compétence féminine ou c'est le fait qu'on puisse respecter la Constitution? Il faudrait quand même qu'on se mette d'accord sur ce point-là. Vous avez raison. C'est exactement comme dans un match de foot ou dans un match quand on parle de la boxe ou même du basket, n'est-ce pas? C'est pas seulement le fait de mettre des points qui comptent. Il y a plusieurs autres points qui comptent. Pour le foot, vous aurez un carton jaune, un carton rouge qui vous fragilise. Il y a toutes ces choses-là. Il y a des points que vous avez gagnés à un match X, aller, match retour. C'est exactement le même concept. Le fait que nous ayons accru le pourcentage des femmes, c'est une évolution et c'est à féliciter. Pourquoi? Parce qu'avec cet accroissement, il y a plus de femmes. Ça veut dire que plus de femmes vont travailler. C'est-à-dire qu'on a reconnu que les femmes sont compétentes, n'est-ce pas? Mais également, lentement mais sûrement, on va vers le respect de l'article 14. Ce n'est pas encore ça. Parce que moi, je dis toujours, ce n'est pas 30%. Pourvu que vous ne vous frottez pas le main et que vous vous dites, ah oui, c'est bon maintenant. Je ne pense pas que la femme congolaise n'est pas une femme qui se frotte les mains. Okay. Pas la femme congolaise. La femme congolaise, c'est une femme qui tous les jours se bat. Chaque femme à son niveau, dans un secteur bien déterminé, les femmes se battent pour améliorer les conditions des femmes. Moi, je ne serais jamais d'accord si on me dit les femmes congolaises se frottent les mains. Non, mais les femmes congolaises ont compris que chaque victoire se fête. Nous avons atteint 27%. Les femmes qui sont là vont devoir travailler afin d'ouvrir davantage la voie aux femmes qui ne se sont pas encore engagées en politique. Mais justement, le fait que nous ayons atteint 27%, ça a permis que plus de femmes se retrouvent en politique. Elles vont pouvoir démontrer de quoi elles sont capables et faire en sorte que l'image de la femme congolaise change pour dire cette femme qui, entre guillemets, qu'on pense pas capable d'assumer des postes de prise de décision. Et là, elle va démontrer de ses compétences et prochainement, moins 30%, ça ne compte pas. Il faut qu'on arrive dans les 80, 90%. Pourquoi pas même à un moment donné à 100%? Vous pensez que jusqu'ici, ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que c'est l'homme qui dirige et que la femme va apporter une autre touche? Alors, vous incriminez l'homme? Non, je n'incrimine pas l'homme. Moi, j'incrimine le système. Ok. J'incrimine le système. Dans lequel l'homme et la femme sont responsables ou c'est plus l'homme? Je ne sais pas vous dire exactement dans lequel l'homme et la femme sont responsables, mais j'incrimine le système. Le système a mis chacun à sa place, une place qu'on ne méritait peut-être pas. Dans quel sens? Nous sommes dans les sociétés africaines, sont des sociétés patriarcales, n'est-ce pas? Où on a dit pour la plupart, oui. Oui, pour la plupart. Et même dans ces différentes provinces où on dit que c'est le matriarcat quand ça vous arrange. Pourquoi? Nous sommes dans des sociétés où, à ce petit garçon, n'est-ce pas, qui aime beaucoup sa petite sœur, qui aime beaucoup sa maman et qui a du respect pour sa maman, on le dit, Vandakuna, Mobile ya Sala Rabasanite, Mobile ya Toka Kamaite, n'est-ce pas? On va dans le secteur rural, dans les provinces, dans les environnements ruraux. Et ce petit garçon, on l'a appris qu'il était prince. On l'a appris qu'il pouvait taper sur une femme, qu'il pouvait gifler sa petite sœur, sa cousine. Il a grandi comme ça. Et d'autre part, on a cette petite fille à qui on dit tu dois apprendre à puiser de l'eau, apprendre à préparer. Le sommet, n'est-ce pas, le modèle de réussite, c'est cette femme qui est mariée. Nous avons grandi dans ce système. Ce qui fait qu'il y a des hommes, ne vous en faites pas. Le président de la République. Le mariage représente quoi pour vous? Le mariage représente une valeur. Pour moi, je suis mariée d'ailleurs, ça fait 5 ans que je suis mariée, mais le mariage n'est pas le seul moyen d'atteindre le bonheur.
Nous vivons dans un pays justement où on nous a déjà établi les modèles. Tu es marié, tu as des enfants, tu es une femme qui a réussi. Tu n'as pas d'enfants, tu n'es pas marié. Tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est le système. Alors que le monde est vaste. Le plus important, c'est l'intellect. Et c'est contre ça que les hommes et les femmes de la RDC se battent. Nous avons beaucoup d'hommes genrés aujourd'hui qui accompagnent les femmes. Mais même pour ces hommes, lutter contre le système, c'est pas facile. Pas du tout. Non, c'est pas facile. C'est une question de culture et d'éducation. Exactement. Mais ça sera difficile. Vous savez, Faiza, tu sais, dernièrement, je causais avec mon mari qui me disait, l'une des difficultés qu'il y a, c'est que, Faiza, je peux t'apprendre aujourd'hui, je peux t'apprendre la Constitution. Je te parle de l'article 14. Je te parle de l'article 90 qui te parle de la représentativité de la population, n'est-ce pas, dont l'État doit tenir compte lorsqu'il constitue le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il y a déjà dans ton cerveau? Si toi, dans ton cerveau, on t'a dit, jeune, Azamoutako travailler n'a été, même lorsqu'on apporte cette intelligence, ça te prendra du temps pour que ton cerveau l'accepte. C'est scientifique, c'est démontré. Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, un combat que nous sommes en train de mener pour changer toutes les mentalités, vouloir avoir les fruits aujourd'hui. Parce que ça, c'est vraiment un changement de mentalité. La participation politique ou la participation de la femme dans la gestion de la chose publique, vous notez une certaine évolution, mais vous souhaitez qu'il y ait encore un peu plus des résultats dans les jours à venir avec cette participation de la femme congolaise. Mais on dira aussi qu'il n'y a pas que la politique en RDC. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour preuve, vous êtes dans l'entrepreneuriat. En même temps, vous êtes activiste social, mais vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat. Pourquoi vous avez choisi ces secteurs? Alors, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que très tôt, j'ai compris que, je le dirais crûment, avoir des finances vous permet de réaliser beaucoup de choses. Et l'absence des finances vous rend vulnérable. Pas seulement les femmes, les hommes, même les États. Aujourd'hui, quand on parle d'un pays fort, c'est un pays qui quoi en réalité? Qu'est-ce qui constitue leur force? C'est leur économie, c'est l'argent. Tout simplement, tout simplement. Et avec cet argent, vous renforcez votre armée, vous renforcez le secteur agricole, mais tout se résume à l'argent. Je le dis comme ça, crûment, n'est-ce pas? Alors, si aujourd'hui, parce que lorsque nous devons... J'espère que vous n'êtes pas cupide. Non, je ne suis pas cupide, mais je suis une femme qui a très tôt compris que lorsque vous travaillez, vous méritez un salaire. Et avoir un salaire vous permet d'avoir une vie décente. Une vie décente vous permet de faire des projets, de réaliser vos projets. C'est la pyramide de Maslow, hein, oui. Les besoins primaires, secondaires. Le dernier besoin, c'est le besoin de réalisation. Mais quand on est encore au niveau du besoin primaire, manger, boire, c'est qu'il y a un problème. C'est comme ça qu'au travers de l'entrepreneuriat, mon souci était de tirer avec moi le maximum de jeunes, femmes et hommes, pour leur dire, si on a des finances, si on travaille, n'est-ce pas? On pèse sur l'échiquier. C'est palpable. On a des amis qui sont en politique. Même quand tu vas en politique, on te traite différemment de la personne. Oui, on te respecte un peu plus. Tout simplement. En fait, c'est pas congolais, c'est la nature humaine. Surtout pour la femme, hein, ça donne encore une valeur ajoutée. Et ça vous protège. Malheureusement, ça vous protège. Ça vous protège des abus et ça permet à ce que les autres comprennent que vous n'êtes pas une proie facile. Laisse-moi te donner un exemple. Quand il faut battre campagne, c'est avec quoi qu'on fait? C'est avec des moyens. Ça, même si c'est un discours, vous allez développer votre projet de société, mais c'est avec des moyens. Et surtout qu'ici, en République démocratique du Congo, on n'a pas encore cette culture électorale, ce civisme électoral. Les gens votent juste parce qu'on lui a donné 1000 francs. Il n'y a pas des projets de société, il n'y a pas de conviction politique. C'est très compliqué pour la femme aussi. Effectivement, c'est compliqué, mais je dirais aussi que le peuple congolais est en train de mûrir. Hein. Là, on sera bientôt à la 4e législation. Le peuple congolais apprend. Il y a 4 ans, les gens ont eu des postes sans retrouver députés très facilement. Mais au fur et à mesure, avec chaque législation, ça se corse. Aussi, hein, oui. Avec l'expérience, on comprend que les Alikamwali poutate, parce qu'une fois qu'il est là-bas, ça fait 5 ans, la personne vous oublie. Les Alikamwali akosa ni nikuna place azali. Mais tout se résume aux finances. Donc, donner le pouvoir économique à la femme protège la femme. Donner le pouvoir économique à la femme permet à la femme de faire entendre sa voix. Mais c'est aussi paradoxal parce que cette femme-là qui veut devenir puissante économiquement ou qui veut répondre à ses besoins évolue de manière informelle. Ça, c'est une réalité sur le terrain. Ça nous fragilise davantage, n'est-ce pas? Alors la population est majoritairement constituée des femmes. Imaginez que ces femmes qui sont dans l'entrepreneuriat de manière informelle aujourd'hui basculent. Ça va quand même aussi stabiliser l'économie du pays.
Effectivement, les femmes, jusque-là, on représente jusque-là 52% de la population, donc nous sommes majoritaires. Et une réalité, comme tu l'as dit, Feza, c'est que le développement social et économique dans les pays africains, pas seulement en RDC, passe par le secteur privé. Ça passe par le secteur privé. Et on peut commencer dans l'informel. C'est comme ça que je dis, il y a plusieurs actions qui sont du ressort de l'État. On peut commencer par l'informel, ce n'est pas un problème. Mais après, il faut se retrouver dans le secteur formel. Et là encore, il faut que le gouvernement développe des mesures incitatives pour pousser à quelqu'un à quitter le secteur. Parce que les taxes, il y en a. Hein. Ça, c'est une difficulté que nous rencontrons en tant qu'entrepreneurs. Il y a des taxes parfois, vous ne comprenez pas, mais c'est quoi? Tous les jours, il y a des taxes. Cette multiplicité des taxes ne favorise pas justement. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ce qui est dommage, j'espère que le nouveau gouvernement ou le nouveau ministre en fonction concerné par ce ministère de tutelle va donc prendre ça en charge. On ne peut pas, les gens sont taxés à outrance. Ce qui fait que ça fragilise ce nouvel entrepreneur. Parce qu'on a une erreur. Parfois, on parle de jeune entrepreneur parce que la personne est jeune. Non. Vous pouvez avoir 50 ans, 48 ans, vous décidez d'entreprendre. Vous êtes un jeune entrepreneur parce que vous êtes jeune dans le secteur de l'entrepreneuriat. Mais une personne qui a commencé à entreprendre à 20 ans n'est plus un jeune entrepreneur. Il faudrait que l'État ait davantage des mesures incitatives, mais une politique qui pousse les personnes qui sont dans le secteur informel à formaliser. En parlant de cette multiplicité de taxes, il y a une femme entrepreneur qui a commencé quand même il y a longtemps. Malheureusement, ça m'a fait beaucoup de peine. Elle m'a annoncé il y a quelques jours qu'elle va devoir fermer ses entreprises pour les amener dans un pays voisin où c'est un peu léger. Voilà comment l'État perd, parce qu'elle a des gens qui travaillent chez elle qui vont perdre leur emploi et elle-même, elle va amener son capital ailleurs. C'est une perte quand même pour l'État congolais qui devrait de plus en plus ouvrir les yeux sur cette question. Effectivement, et ça c'est aussi la conséquence du fait que les recettes de l'État sont, vous voyez, on sait exactement quels sont les secteurs qui renflouent les caisses de l'État. Vous avez un pays comme la RDC où le secteur agricole est quasiment inexistant. Madame Feza, quand on parle du secteur minier, parfois c'est pire parce que l'État congolais n'a même pas une main mise sur les ressources minières. Ça a été démontré. Exactement. Ça a été démontré. Ce qui fait qu'on va continuer à piller ce même Congolais-là pour justement renflouer les caisses de l'État. Parce qu'un État vit quoi? Des recettes. Donc, c'est à l'État de diversifier les sources de revenus. Sinon, ça continuera de se passer comme ça. Parce qu'à Lubumbashi, où je vis, c'est la même chose. La masse monétaire qui quitte Lubumbashi pour aller en Zambie, un pays voisin, vous n'avez pas idée. Comment expliquez-vous que dans un pays comme la RDC, le maïs, principalement dans le Haut-Katanga, on l'achète en Zambie? Pourtant, on a une minoterie. Je suis allée moi-même personnellement à la minoterie. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette minoterie ne fonctionne pas? On va vous dire que ce sont des machines. Il me dit, maman, la minoterie fonctionne. Les machines sont là, elles fonctionnent. Mais c'était avantageux pour certaines personnes d'importer la farine des pays voisins. Donc, on sacrifie la population pour des intérêts propres. Mais maintenant, il y a quand même évolution. Il y a des minoteries locales qui fonctionnent. On peut faire mieux. On peut faire mieux, Feza. On peut faire mieux. Vous encouragez les gens à entreprendre dans l'agriculture? J'entreprends l'agriculture. Le secteur alimentaire, c'est le futur de demain. Si la RDC pouvait se positionner, ne fût-ce que dans l'exportation, dans la production des agrumes. Je vous donne un exemple, l'entreprise de Dangote. Dernièrement, il a atteint un chiffre d'affaires de 152 millions de dollars. Non, 526 millions de dollars. Rien que par la production du sucre. Le sucre, c'est quoi? C'est la canne à sucre. C'est la canne à sucre. À lui seul. 526, l'équipe m'a saute mouton. Hein. Vous voyez tout le scandale qu'il y avait autour de l'argent du saute mouton. Mais si on vous dit que rien qu'avec l'argent de l'exportation de la canne à sucre, on a atteint un montant X. Quoi de plus que d'investir justement dans ce secteur-là? Mais qu'est-ce qui se passe dans les chefs des Congolais? C'est quoi ce paradoxe? C'est quoi? Jusque-là, on réfléchit beaucoup sur cette question, mais des pistes, des solutions palpables ne sont pas encore dégagées sur le terrain. Alors, je ne sais pas répondre à cette question parce que je ne peux pas répondre à la place des chefs du Congolais, mais il faudrait justement que le gouvernement prenne conscience que viendra un moment où on va mourir de faim en RDC. Surtout avec l'avènement du Covid-19, c'est encore plus compliqué.
Et aussi avec le fait que nous avons ratifié, je crois que nous avons signé la zone du libre-échange. On va donner quoi? On va donner quoi? C'est la question que moi je me pose. On va donner quoi? On va exporter quoi? Je ne sais pas comment on va répondre à cette question, mais bon, ça fait partie des différentes on verra ce que ça va donner, problématiques de que la chacun RDC. prenne conscience, c'est ce que vous voulez. Que chacun prenne conscience, mais le secteur agricole est un secteur dans lequel le gouvernement doit investir. Absolument. Absolument. L'on espère que cela va changer parce que la sonnette d'alarme a été lancée dans plusieurs secteurs, surtout par rapport aux mines. Il y aura un certain moment où... Mais également le secteur de la pêche. Oui. J'ai un ami qui est candidat, qui sera bientôt candidat dans un pays africain. Je préfère taire le nom. Et vous savez comment il décide de faire sa campagne? Candidat de quoi? À la présidence. Ok. C'est juste en achetant un bateau de pêche, se lancer dans la pêche. Et je vous dis, les millions qu'il y a dans la pêche. Mais est-ce que la RDC, on ne peut pas avoir, je ne sais pas, chalutier les bateaux de pêche? Je ne connais pas parce que je ne suis pas du secteur. Mais pour une population 100 millions d'habitants, on fait venir tout le temps le poisson. Mais vous connaissez la masse monétaire qui est évacuée sur le marché. Ce qui est tout à fait normal. On dépend totalement de l'extérieur. J'espère que la situation avec la Covid-19 a ouvert les yeux à notre pays parce que cela va nous enseigner. La crise alimentaire en RDC sera très lentement probable. Mais sûrement, longtemps vers la fin de cette émission, Tatiana Ngouya, vous avez certainement beaucoup d'ambition. On sent que ça bouillonne en vous parce que vous êtes chef d'entreprise. Je l'ai peut-être pas cité, vous êtes chef d'entreprise de construction et vous avez une entreprise de sous-traitance, c'est ça? Et vous êtes en même temps présidente nationale de CIC et cofondatrice. En parlant de cette ASBL, est-ce que vous avez des prévisions dans les jours à venir? Je rappelle que vous venez d'organiser le premier symposium des femmes leaders où vous avez donné des trophées à quelques femmes qui se distinguent. La prochaine étape, c'est quoi? Alors, et j'étais aussi parmi les lauréates. Oui, parce que tu le mérites. Laisse-moi te dire que tu fais partie de ces femmes qui se distinguent et qui inspirent. Nous avons donc organisé le premier symposium c'était question de gratifier ces femmes, de dire merci à ces femmes parce qu'elles se distinguent dans un secteur bien précis. Il y a 15 femmes qui ont été primées. Ça ne représente pas grand-chose par rapport à la multitude des femmes que nous avons en RDC. Ce n'était qu'un échantillon. Ce n'était qu'un échantillon. Et nous espérons que pour les prochains symposiums, davantage de femmes seront primées, pas seulement en RDC, mais en province, parce que la femme, quand on laisse partout là où elle est, elle bouge les lignes. Pour ce qui est du CIC, notre objectif principal, c'est de créer une nouvelle génération de cadres beaucoup plus responsables afin de diriger la RDC, pour redorer l'image ternie de la RDC. Par quel moyen? Des formations? Nous procédons par des formations, nous procédons par des renforcements de capacités afin de pousser ces jeunes femmes et hommes à prendre conscience. Et peut-être nous ne pouvons pas citer les noms, mais au travers du CIC, nous avons des jeunes qui se sont engagés. Nous avons une multitude de jeunes qui se sont engagés en politique, qui ont essayé de postuler. Nous avons des jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Nous avons des jeunes qui davantage s'approprient les questions de droits humains. Et parmi les différents objectifs, un calendrier futur de la RDC, c'est justement encourager les jeunes à adhérer en politique. Parce que en RDC, c'est le système de la partitocratie. Donc le pouvoir appartient aux partis politiques. Oui. Il faudrait justement que les jeunes se retrouvent davantage là où se prennent les décisions pour pouvoir impacter. Donc, vos ambitions dans les jours à venir, ou la prochaine étape, c'est le prochain symposium, si je comprends. Nous avons le prochain symposium, mais également l'année prochaine, normalement, l'année prochaine, nous comptons l'organiser dans une province X. Vous aurez des précisions, Madame Feza, oui. Mais également organiser le 6e congrès de la femme politique, où nous encourageons davantage les femmes à se lancer en politique et toujours encourager les femmes et les hommes, les jeunes hommes, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous continuons dans ce même calendrier-là. Votre perception sur la femme congolaise dans les jours à venir, comment vous l'entrevoyez? Alors, la femme congolaise dans les jours à venir, c'est une femme qui fera beaucoup parler d'elle, parce qu'elle a toute une histoire, elle a un parcours, elle fait face à des défis énormes. Je suis sûre que dans certains pays, les femmes auraient déjà craqué. Les femmes congolaises, nous sommes fortes. Dans la plupart des pays, les femmes auraient craqué si elles devaient vivre tout ce que la femme congolaise vit. Et la femme congolaise va continuer de militer, mais elle va aussi continuer de relever les défis haut la main parce qu'elle est compétente, tout simplement. On peut considérer que c'est votre mot de la fin? On peut considérer que c'est mon mot de la fin. J'encourage davantage les jeunes, les femmes à se former, à s'informer, à s'approprier les questions de l'heure.
à ne pas attendre que tout nous soit servi sur un plateau, mais à compétir afin de réclamer ce qui nous revient. L'information fait partie de clés des réussites dans la vie. Quand vous n'êtes pas informé, sachez que vous êtes à l'abri de ce qui est important, de ce qui se passe dans la société. Merci Tatiana Ngouya d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui te remercie, Feza. Merci à vous également, Madame, Messieurs, de votre attention. Je vous retrouve très bientôt sur votre chaîne BioOne Télévision pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes.